Trouves-tu ça trop facile, Donjon Dragon? Aujourd'hui, on parle de Donjon Dragon en mode hardcore! Le mode difficile de Donjon Dragon, je pense que depuis le début de l'ère moderne de Donjon Dragon, ce que je considère peut-être être la 3e édition du jeu, là, depuis le système D20, il a toujours manqué une façon simple et concrète de modifier le niveau de difficulté de la partie. Parce que pour certains joueurs, Donjon Dragon, c'est trop difficile. C'est trop complexe, il y a trop d'affaires, on meurt trop rapidement. Et pour d'autres, le jeu est trop simple. Rapidement, nos pouvoirs de personnage, nos points de vie, le fait d'avoir un guérisseur avec nous, fait que ça devient extrêmement difficile de vivre un défi. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un mode difficile pour Donjon Dragon. Alors, si vous trouvez la 5e édition, l'édition 2024, trop bébé, vous trouvez que c'est trop difficile de mourir, changez ces quelques petites règles, puis ça, vous pouvez les intégrer comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre ou de toutes les laisser de côté, mais ça va vraiment changer le cœur du jeu pour rendre l'expérience plus extrême pour les gamers aguerris. Tu dois le savoir, bien sûr, moi, ça m'a beaucoup inspiré de voir du contenu autour d'un jeu qui s'appelle D&D 5e Hardcore Mode par Runehammer. Fait que c'est un petit supplément. Il n'y a pas énormément de pages là-dedans, là, mais c'est tout petit. Puis ça vous propose des règles puis des façons de créer une légère asymétrie pour justement vivre cette expérience-là un petit peu plus difficile, mortelle, un peu plus vieille école. Fait que vous pourrez aller voir, pour ceux que ça intéresse, mais je vais vous résumer ici les règles principales. Donc, la première règle importante à modifier si vous voulez jouer en mode expert difficile, le mode Inferno, vous devez générer vos caractéristiques au hasard. Puis là, on s'entend, hein? C'est parce que le standard array, c'est-à-dire de prendre les valeurs 15, 14, 13, 12, 11, 10 et 8 et les disposer comme vous le souhaitez dans vos différentes caractéristiques, ça crée des personnages qui sont très équilibrés. Pour vivre un défi, vous forcer à penser autrement, je vous invite à prendre seulement 3 D6 et vous les lancer down the line. C'est-à-dire là, je m'en vais déterminer la caractéristique de la force de mon personnage. Mon personnage va avoir 3 plus 5 plus 2, 10 de force. C'est mon personnage. Je veux faire un guerrier, il faut que je vive avec le fait que mon guerrier a 10 de force. Bien sûr, cette génération-là aléatoire va vous forcer, va vous guider dans le choix de votre classe de personnage. Mais il est tout à fait possible que votre ensorceleur ait seulement 12 de charisme. Il va falloir réfléchir autrement. C'est un défi, mais ce n'est pas un défi qui est impossible. Si vous avez joué à des jeux de rôle, vous avez joué avec des gens créatifs, vous le savez que c'est possible. Si vous vous trouvez nez à nez avec 2 kobolds qui veulent vous tuer sur un pont, il n'y a rien dans le jeu qui vous force à les combattre, à les affronter, à les tuer avec des sorts. Il y a plein d'éléments du jeu que vous pouvez utiliser pour survivre, pour continuer. Est-ce que vous allez essayer de vous camoufler? Est-ce que vous allez essayer de négocier avec eux? Est-ce que vous allez leur faire des promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir? C'est ça aussi l'esprit du mode hardcore de D&D, c'est de diminuer l'importance de vos caractéristiques, de vos bonus, de votre force brute pour résoudre tous les problèmes. Si vos sorts ont moins d'impact, si vos coups font moins de dégâts, vous n'aurez pas le choix de penser autrement, d'utiliser d'autres outils du jeu pour avancer. Fait que ça, la meilleure façon de rendre votre partie plus difficile, moins de caractéristiques, 3d6, down the line. Hey, j'aime tellement de bruit de dés. Excusez-moi, c'est le bout ASMR de la vidéo. Lorsque vous tombez à 0 point de vie ou à une valeur négative de points de vie, donc tu as 8 points de vie, tu es un petit personnage niveau 1, tu reçois un coup critique qui t'inflige 12 de dégâts, tu dois faire un jet de sauvegarde contre la mort, et si tu le rates, c'est fini. You're dead! C'est pas grave, on va pas pleurer pour ton personnage, c'était un aventurier, il a risqué sa vie, il a fait le choix d'aller dans un donjon mortel, il a reçu une flèche dans la tête, il est mort. C'est l'histoire qu'on raconte. Je le sais que c'est difficile à entendre, mais je pense que pour beaucoup de joueurs et de MJ, le fait que la mort soit présente en tout temps, que si tu es à 2 points de vie, il y a une réelle tension autour de la table parce que tu sais que si tu te fais frapper encore,
il va falloir que tu fasses un jet de sauvegarde contre la mort pour découvrir si tu vas amener ce personnage-là à la prochaine session de jeu. Moi, je trouve ça fascinant. Mais sache que si tu réussis ton jet de sauvegarde, donc tu te fais frapper, tu tombes au sol, tu n'es pas sorti du bois encore. Tu vas lancer un des 3 et c'est le nombre de rounds que tu as avant de mourir pour de bon, vidé de ton sang. Donc, tes alliés ont un des 3. Fait que je roule. Et 3 rounds. Dans 3 rounds, j'ai plus de sang. Fait que faites de quoi? Et cette pression-là, ça va changer le puzzle du combat. Ça va mettre tes amis devant un choix difficile. Puis c'est d'autant plus stressant que dans une situation où tu vois tes amis qui commencent à tomber au combat, tu vas réaliser que tu ne pourras peut-être pas sortir tout le monde vivant. Peut-être que le barde va devoir faire un choix. Est-ce que je guéris le guerrier ou le barbare? C'est ça qui est intéressant dans le mode D&D Hardcore, c'est de ramener la présence du réel danger. Puis tu vas voir qu'on n'approche pas les parties de la même façon. Il y a vraiment un thrill, une excitation, une tension autour de la table quand tu sais que c'est pas tout le monde qui va sortir vivant. Même si tu es rendu niveau 10, tu as genre 75 points de vie, c'est la même chose. Tu arrives à moins 1 point de vie, jet de sauvegarde contre la mort, sinon, you're dead. L'autre élément qui est super original de D&D Hardcore, c'est qu'on va s'inspirer d'une initiative de groupe, un peu vieille école. Donc, on va lancer un des 6 pour déterminer si ce sont les héros qui jouent avant les ennemis. Et si les ennemis attaquent, tous les ennemis vont attaquer, ils vont tous vous tomber dessus et après ça, tous les héros vont jouer. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne peut pas vraiment planifier, prévoir. J'aime l'idée que, à moins que vous ayez travaillé très fort pour prendre votre ennemi par surprise, quand la bataille éclate, il n'y a plus rien qu'on peut prévoir. Même le guerrier le plus expérimenté, quand la violence émerge, est laissé au gré du hasard. Puis ça représente, à mon avis, un petit peu plus la réelle excitation d'une vraie bataille où même un expert peut être surpris par un geste surprenant d'une créature des ténèbres. Tu sais, je veux dire, ça arriverait, là. Si t'es un expert de MMA, puis tu te bats contre un gobelin dans une ruelle, ça se peut que tu te fasses poignarder. Ça arrive tout le temps! Sachez, moi, ce que j'aime de ce mode de jeu-là, c'est que si les héros gagnent l'initiative, puis que c'est eux qui commencent, ils peuvent déterminer entre eux la tactique à utiliser. Fait que tu peux dire, ah, mais ça va être chouette. Le magicien agit en premier, utilise ton sort. Moi, je vais profiter de l'effet de ton sort pour assommer le gobelin immobilisé. Fait que j'aime cette idée-là que ça ramène aussi la coordination d'équipe. On va se parler, c'est comme ça qu'on va espérer survivre au jeu. C'est en travaillant ensemble, pas juste en ayant le nez dans ma feuille de personnage, puis en me disant, là, c'est mon tour, je vais choisir le sort parfait. Non, c'est pas ça. Il faut travailler ensemble. On fait un caucus d'équipe, parce que sinon, on s'en sortira pas. En vrac, il y a d'autres super bonnes idées qui sont proposées par Hardcore D&D, puis qu'on trouve aussi en ligne assez souvent. Mais je vous en balance quelques-unes. Je vous propose, si vous voulez jouer en mode difficile, d'ignorer le déplacement tactique. Donc, plutôt que de faire, je peux me déplacer de 30 pieds par tour, je peux me déplacer de 6 cases, utilisez des espaces abstraits. Tu peux être près du combat ou tu peux être loin du combat. Et dans ton tour, tu peux passer d'une de ces distances-là à l'autre. Tu peux utiliser ton arc si tu es loin du combat, mais tu ne peux pas l'utiliser si tu es dans le combat. Ça rend les combats plus rapides, plus simples. Puis on a un petit peu moins à se casser le basic de « Attends, non, il me manque 5 pieds de distance pour être capable de te soigner. » Tout va être un petit peu plus narratif, un petit peu plus vieille école. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est l'idée que la guérison, donc si vous voulez vous soigner et vous voulez jouer en mode difficile, à moins que vous utilisiez des sorts, la guérison est vraiment pas aussi instantanée. La règle maison que je vois souvent utilisée pour rendre les parties plus extrêmes, c'est de dire qu'un repos court demande une nuit de repos, mais un repos long demande un repos de 1 semaine. Fait que si vous voulez vraiment reprendre tous vos points de vie, vous devez être en mesure de, pendant 1 semaine, être à l'arrêt complet pour récupérer tous vos sorts, prendre le temps de les réécrire, de les remémoriser. Fait que ça vient donner tout un autre rapport de valeur à vos ressources. Votre emplacement de sort, vous ne le reverrez pas peut-être avant 1 semaine. Fait que pensez-y avant de lancer main brûlante.
Peut-être que vous avez avantage à avoir des parchemins, des potions, des baguettes. Peut-être que vous allez avoir plus d'utilité de votre arbalète comme magicien ou de vos cantrips. Moi, c'est ce que j'aime de cet esprit vieille école. Là, Hardcore D&D, là, si vous lisez le document, vous allez voir qu'ils vont quand même assez loin là, pour rendre ça vraiment difficile pour les joueurs. Ils vont, par exemple, supprimer toutes les actions bonus du jeu. Ils vont aussi faire des progressions asymétriques de personnages. C'est-à-dire que pour le même niveau d'expérience, le roublard va monter en niveau beaucoup plus vite que le magicien, ce qui est très inspiré des toutes premières éditions de D&D. Moi, je ne vous recommande pas nécessairement d'aller dans cette direction-là, à moins que ce soit votre jam, mais je pense que déjà, de partir avec la notion qu'à 0, ça va pas bien. Tu tombes à 0 point de vie, ça se peut que tu meurs. C'est déjà un pas énorme en direction de rendre le jeu plus difficile. Puis sachez-le aussi, finalement, l'outil principal qui fait que Donjon Dragon peut devenir un jeu plus difficile, ben c'est votre maître de jeu. Il faut que ça corresponde à vos désirs comme MJ et aussi aux désirs de vos joueurs. Imposez-leur pas tout ça sans leur en parler d'avance. Il faut que tout le monde ait le goût d'avoir un défi un petit peu plus corsé, un peu plus vieille école. Après ça, toutes les habiletés de personnages, je pense que si vous aimez les pouvoirs de la 5e édition, vous pouvez les garder. Le défi vient dans le fait d'utiliser ces pouvoirs-là pour éviter de mourir. Puis moi, je trouve ça super, super intéressant. Fait que voilà Internet, c'était mes petits conseils pour faire passer Donjon Dragon 2024 en mode difficile. Bien sûr, je sais que c'est pas le genre de choses qui va plaire à tous les groupes, mais pour un petit one-shot une fois de temps en temps, pour simplifier un petit peu la charge qu'on a comme MJ d'essayer d'offrir un défi quand les joueurs sont parfois littéralement intuables, ben, je trouve que ça aide de modifier quelques petites affaires dans le système. Puis d'ailleurs, si vous voulez aller voir d'autres propositions de règles maison, vous pouvez aller voir la vidéo qui est juste là, à la fin de la vidéo. Vous allez voir des propositions, là, allez voir ça. Parce que oui, hein, Donjon Dragon, c'est comme un espèce de moteur que vous pouvez bidouiller à votre goût pour qu'il corresponde à vos attentes, de votre expérience, de votre activité. Je veux dire, tu sais, Jeremy Crawford n'ira pas chez vous vous casser les jambes si vous ne respectez pas chaque maudite règle du livre. Amusez-vous, profitez-en et faites de ce jeu quelque chose qui vous ressemble. Hein?